Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 270e épisode du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui rentre de vacances et qui remonte dans la cage pour vous présenter l'UFC 304 ce week-end à Manchester avec notamment les stars Leon Edwards et Thomas Aspinall qui défendent leur trône. Pour m'accompagner cette semaine, pas de Baba qui est en vacances au Sénégal, je vous rassure tout de suite les auditeurs, il sera de retour avec nous début août et on lui passe le bonjour, mais je suis ravi d'accueillir un sorte d'invité consultant, champion poids lourd d'Arès mais aussi membre du AB Show avec Mika Lebo, donc qui connaît bien les médias et parler des cartes. Monsieur Aboubacar Bathily, plus connu sous le nom de Boulox, comment ça va? Bah ça va super, et toi? Bah oui, un plaisir, ça fait longtemps que vous voulez faire une émission avec toi et je profite de l'absence de Baba pour te recevoir. On va parler de UFC 304, mais on va parler aussi de ta carrière Boulox parce qu'il y a peut-être des belles choses qui pourraient se faire dans l'avenir proche. On va parler de tout ça dans le Fighter Club. Il n'y a qu'une heure de décollage horaire avec la France, mais on va vivre ça comme si on était à New York ou Las Vegas. 8 ans après la revanche Bisping-Henderson, Manchester accueille à nouveau le grand chapiteau de l'UFC pour un événement numéroté. Et comme il y a 8 ans, le public local va devoir veiller très tard pour apprécier le spectacle. Mais le programme de cette UFC 304 vaut le coup, avec au programme les joyaux du MMA britannique entre la défense de titre de Leon Edwards contre Belal Mohamed, le choc des lourds entre Thomas Aspinall et Curtis Blade, et le premier test face à un top 15 des moins de 70 pour Paddy Pimblett contre Bobby King Green. Le RMC Fighter Club fait les présentations de cette UFC 304 avec un invité consultant pas comme les autres, Boulox, le champion de l'Arès et un des meilleurs poids lourds tricolores du moment. Il n'y a pas que les JO dans la vie. Démonstration avec le retour grandiose en Angleterre de l'UFC 304. We are coming back to Manchester, England. That's the atmosphere I bring. That's like a football match. À Manchester, après plus d'un an d'attente, toutes les stars anglaises ont répondu présent et elles jouent gros. À commencer par le poids lourd qui terrorise la catégorie de Cyril Gane, Thomas Aspinall. C'est terminé, c'est plié. Waouh, une formalité. Alors qu'il rêve un jour de défier le dieu John Jones, il affronte le seul homme à l'avoir déjà battu, Curtis Blades. Il s'est blessé au genou. Énorme revanche, ceinture intérimaire et rêve de légende, c'est du lourd, du très très lourd. Sans oublier la ceinture mondiale d'Edwards. KO, c'est terminé. Qui est KO. Quelle victoire. Et un méga test pour Paddy Pimblett face à Bobby Green. UFC 304, l'Angleterre retient son souffle dans la nuit de samedi à dimanche en direct sur RMC Sport 1. RMC Sport écrit l'histoire du MMA. Et vous avez pu donc retrouver la bande-annonce de cette UFC 304. Ce sera à Manchester dans la nuit de samedi à dimanche. Et bien sûr à suivre sur RMC Sport 1. Après une soirée de boxe d'ailleurs, il y aura Joyce Chisora qu'on vous présentera depuis Londres en début de soirée. Donc c'est une soirée très anglaise pour ce premier week-end des Jeux Olympiques. Puisque vous l'avez entendu, il n'y a pas que les JO dans la vie, Boulox. On doit parler un peu de combat. Par contre, on l'entendait dans la bande-annonce comme dans mon intro. C'est une particularité de cet événement, c'est à Manchester, mais le début de la carte principale est à 4h du matin en France, 3h du matin en Angleterre, puisqu'on s'adapte aux horaires américains. Alors l'explication qui a été donnée, c'est que le pay-per-view devait être à Utah, comme c'est le cas depuis 2 étés, il y a un pay-per-view dans l'Utah de l'UFC tous les étés depuis 3 ans, sauf que l'Utah finalement ne l'a pas accueilli, ils ont rebalancé ça à Manchester, et ESPN avait déjà le créneau télé. Ils ne pouvaient plus changer ça avec tous les autres événements sportifs américains, donc on doit garder l'horaire, et on refait comme Bisping-Henderson en 2016, c'était l'UFC 204, c'était il y a pile 100 numéros. Il l'avait défendu, c'était à 4h du matin la main card. Et on se rappelle aussi j'avais noté Gustafsson Anthony Johnson, c'était en 2015, ça en Suède. Et à Stockholm, pareil, début de la carte principale à 2h parce que c'était une fight night et pas un pay-per-view. Comment on s'adapte à ça, Boulox? C'était une première question un peu, toi en tant que combattant, si t'avais dû vivre ça. Si j'avais dû vivre ça, j'ai vu un combattant, il me semble que c'est Leon Edwards ou Thomas Aspinall qui a dit qu'il allait voir un spécialiste du sommeil. Ouais, exactement. Mais forcément, il faut adapter. Je me rappelle à l'époque, j'avais accompagné Alan Bodo à l'UFC Vegas et à un moment donné, à l'approche du combat, on s'entraînait vers 23h, 1h du matin et tout. Donc en France, tu t'entraînais en France à ce moment-là? En France, pour l'horaire de Vegas. Exactement. Donc c'est vrai que là, ça va être compliqué. 4h du matin, ça fait quand même tard chez nous. Donc il n'y a pas de choix que de se plier aux règles de l'UFC. Je sais que Thomas Aspinall, il avait essayé d'appeler l'UFC pour parler avec lui. Il a dit qu'il voulait rien savoir. Donc forcément, là, C'est niette, quand t'as ESPN à l'autre bout du fil, tu sais qui t'écoute, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y a pas le choix que de s'adapter. Mais tu vois, il y avait une idée aussi, ils l'ont pas
fait, comme tu disais, Aspinall comme Edwards, d'ailleurs, ils expliquent qu'ils ont pris des spécialistes du sommeil, ils ont adapté leur. Petit à petit, d'ailleurs, c'est intéressant, Leon Edwards dit, il l'a pas fait d'un coup, c'est heure par heure, en fait, son spécialiste lui a dit, tu vas t'adapter ton corps petit à petit au fur et à mesure de la prépa pour arriver à la fin, au moment où tu es totalement adapté. Mais il y avait eu cette idée au début de se dire, les mecs se disaient, est-ce qu'on va pas aux États-Unis faire notre prépa pour être aux horaires, tu vois, de prépa et revenir. Tu penses que c'est un truc qui aurait pu être malin ou en fait tu perds trop d'énergie avec les voyages? Non, je pense que tu perds d'énergie avec les voyages, le décalage horaire et tout. Vaut mieux rester en France et s'adapter, enfin en France, dans son pays, et s'adapter aux horaires, comme il a dit, heure par heure et petit à petit, quoi. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque du Bisping Anderson 2 ou même du Gustafsson et Anthony Johnson, le public il est chaud. Hein, parce que je peux te dire que des Anglais que tu maintiens sous bière jusqu'à 4h du matin, Boulogne, les mecs au moment du main event, ils vont encore avoir de l'énergie. Je peux te rassurer là-dessus. Bon, on va passer sur la carte et les 3 combats qui nous intéressaient aujourd'hui. Il y a plein d'autres petits combats un peu sympas dans cette carte. Elle est plutôt très belle, hein, je trouve, oui, c'est une belle pour carte, une carte en Europe notamment. Mais il y a 3 combats principaux, les 3 derniers qui vont nous intéresser. Poids lourd oblige, mon Boulox. On va commencer par le co-main event, pas par le main event pour une fois. Thomas Aspinall contre Curtis Blades 2. Ceinture intérimaire des poids lourds en jeu. On se rappelle qu'Aspinall a gagné la ceinture contre Pavlovich en novembre dernier au Madison Square Garden. C'est une revanche 2 ans après. C'était affronté en juillet 2022. Mais grave blessure de Thomas Aspinall à la jambe dès le début du premier round. Donc victoire de Blades. Mais on était resté sur notre fin. C'est le minimum à dire. C'est un combat déjà qui te botte là, ce Aspinall Blades 2. Parce qu'en fait, on va avoir les réponses qu'on avait envie de voir il y a 2 ans. Absolument. En plus, le premier combat qu'on a vu il y a 2 ans, comme tu l'as dit, il avait bien démarré. C'était engagé dès le départ. Après, malheureusement, on n'a pas pu voir parce que Thomas Aspinall il s'est blessé. Mais donc là, on aura nos réponses. Moi, personnellement, c'est un combat que j'attends. C'est une première, il me semble, hein, d'avoir une ceinture intérimaire qui se défend. Ouais, enfin une première chez les poids lourds. On a eu notamment des Renan Barao qui l'avaient défendu plusieurs fois à l'époque. Ouais, quand Cruz a fait 800 jours sans défendre son titre. Donc là, forcément, on sait qu'il y a John Jones qui bloque la catégorie, mais c'est bien parce que là, c'est un peu c'est la nouvelle génération des poids lourds en fait. Donc l'UFC, je pense, ils ont aussi tout intérêt à garder la ceinture intérimaire pour quand même miser sur cette future génération. Après, est-ce que c'est un choc d'opposition? Je ne pense pas, parce que dans la forme, les deux, ils ont un peu des similitudes. C'est des poids lourds qui sont assez complets, qui savent boxer, et qui boxent pour aller changer de niveau et ramener le combat au sol. Maintenant, comme tu l'as vu hier, mon tweet, je disais, est-ce que ça m'intéresse beaucoup ton tweet avant qu'on enregistre. Est-ce que Curtis Blade pourrait stopper Thomas Aspinall? J'ai l'impression que oui, parce que dans le jeu de Thomas Aspinall, je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture. En fait, ses points forts, c'est aussi parfois ses points faibles, j'ai envie de dire, parce qu'il boxe en volume. Il a une rapidité des mains, ça c'est sûr, mais le fait de boxer en volume, parfois, je trouve qu'il se fait beaucoup contrer. Et on l'a vu lors de leur premier affrontement, il engage le combat sur un genou, il y a un beau gauche droite de Curtis Blade qui passe, mais bon, c'est à ce moment-là qu'il se fait mal au genou, donc à ce moment-là, on n'a pas les réponses. Mais je pense que Curtis Blade, tout ce temps, il a eu le temps d'analyser, de capitaliser là-dessus, donc je pense que il y aura des ouvertures en tout cas du côté de Curtis Blade. C'est intéressant, je vais être clair, moi je le vois pas. Je vois pas Curtis Blade finir Aspinall, je pense qu'Aspinall est un niveau au-dessus, mais c'est intéressant dans ce que tu dis parce qu'il y a ces ouvertures chez Thomas Aspinall, il y a aussi un menton. Il en a pris contre Pavlovich notamment, il en prend une et il bouge pas. Il bouge pas alors qu'on sait que Pavlovich, ça envoie un peu du bois. Il se prend quelques contres, même si c'est pas plein pot, mais c'est vrai qu'il se fait souvent toucher Aspinall. Il y a la lutte de Curtis Blade, on sait c'est sans doute la meilleure lutte chez les poids lourds, lutte pure, hein, pas forcément tout le sol et tout le grappling, mais en lutte pure. Tu vois pas Aspinall quand même plusieurs niveaux au-dessus, c'est-à-dire plus complet, comme tu dis. J'ai l'impression que Blade c'est complet, comme tu dis. Mais que l'autre c'est un peu plus complet. Oui, forcément. Regarde, si je compare leurs deux performances, la performance de Curtis Blade contre Volkov et la performance d'Aspinall contre Volkov. Contre Volkov aussi. Oui, il a su s'en débarrasser au premier round, Thomas Aspinall. Quant à Curtis Blade, il avait 5 rounds avec Volkov et même on voit qu'à la fin des 5 rounds, du 5e round, il prenait l'avantage un petit peu Volkov. Donc forcément, il a un style beaucoup plus efficace, Thomas Aspinall. Il est beaucoup plus complet. Curtis Blade, il est complet, mais bon, sa boxe, elle lui sert vraiment à aller chercher la lutte. Alors que tu vois que Thomas Aspinall, de son côté, il boxe en volume, il varie les zones de frappe, il a des bons timings en lutte. Alors que je trouve que le style de Curtis Blade, il est linéaire. Donc forcément, je te rejoins, parce que Thomas Aspinall, il est beaucoup plus complet et beaucoup plus efficace. Mais ça se rapproche un petit peu les deux. Les deux, ils ont un petit peu ce truc-là à boxer pour aller chercher la lutte. Sauf que d'un côté, tu as un gars qui varie un petit peu plus les zones de frappe, les combinaisons en boxe. C'est Thomas Aspinall. Curtis Blade, c'est un peu plus une boxe linéaire. 1-2, il feinte. Moi, je vais te dire, j'ai l'impression qu'il va se faire déborder, en fait, Blade. Tu vois, sur le debout et sur le striking, entre la vitesse des mains d'Aspinall, sa façon d'être très rapide dans ses transitions aussi, tu vois, de passer du striking à la lutte, au JJB s'il faut derrière. J'ai l'impression qu'il va être débordé, en fait.
Bah écoute, moi en tout Je cas. peux me tromper, hein, on verra bien sûr, samedi après, soir. hein, mais- ça reste un combat poids lourd, hein, Ouais. tu le sais, Ouais, grave. on est à l'abri de rien. Mais quand je m'arrête sur leur dernier combat, je trouve que dès le départ, en tout cas, il y avait du répondant du côté de Curtis Blade. Il m'avait pas, en tout cas, l'air dépassé par la vitesse de Thomas Spinal. Après, il faut voir, hein. Va falloir voir si Ouais, sur il la arrive longueur aussi. C'est exactement. Parce que c'est vrai qu'on sait que Spinal, c'est un finisseur. Il a vu une seule fois le round 2 à Jamais de l'UFC. round 3. Jamais de round 3 en c'est fou, carrière. hein, en sur carrière, ta ouais. carrière, pas Donc, qu'à l'UFC. ouais. Donc, J'ai voilà. l'air, c'est ouf, je t'interromps, mais Ouais. j'ai noté la stat pour préparer l'émission. 17 combats professionnels. Il a moins d'une heure de combat en tout. Ah, c'est fou. Il a moins d'une heure passée dans la cage en 17 combats professionnels. C'est un C'est un finisseur c'est- extraordinaire. ouais. Il a vraiment un style super efficace. Après, lui, Curtis Blade, c'est l'expérience. Il a déjà fait des 5 rounds, Mhm. des rounds à la décision. Donc forcément, si le combat ne dure pas, bah, c'est sûr que ça ira du côté de Thomas Spinal. Mais je pense qu'il va falloir que Curtis Blade prenne son temps. Parce que même si c'est un gros finisseur, et comme tu dis, il a une heure au total cumulé dans la cage, il y a toujours un point d'interrogation, je pense, dans sa tête. Ouais, qu'est-ce qui se passe si on n'y va plus loin? Exactement. Donc, il va falloir qu'il prenne son temps et qu'il rentre pas tout de suite dans la bagarre Curtis Blade, qui s'installe tranquillement. Mais après, je te rejoins, hein, Thomas Spinal, beaucoup plus efficace sur le style. Et un point que moi je pense est nettement à l'avantage d'Aspinal, qui en plus sera chez lui pour le coup, il est de Manchester, enfin il est de cette région-là, c'est la confiance qu'il a. Je pense que depuis Pavlovich, le mec il arrive, on parle de lui pour John Jones, on parle de lui pour Pereira, on dit c'est le poids lourd ultime, le poids lourd moderne, tout ce que tu veux. Je pense qu'il arrive avec une confiance et il a les pecs qui sont en avant. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'il y a un avant-après, Pavlovich. Au début, on ne le voyait pas vraiment trash talk, il faisait son chemin tranquillement. Et même à l'époque, lorsqu'il était dans le top 15, il avait call out un gars qui était juste devant lui. J'ai oublié le nom, mais c'était vraiment un combattant qui n'avait pas du tout de hype et qui n'était pas du tout performant à l'UFC. Donc il était un petit peu timide au départ, Thomas Spinal. Et là, on le voit qu'il est confiant. Il trash talk John Jones, Pereira, même dans sa manière de communiquer, on voit qu'il a passé un step là-dessus. On avait la possibilité que ce combat-là, ce soit Cyril Gane. On va y revenir un peu, mais Cyril l'a expliqué, il avait un film à tourner, il était engagé, il a signé un contrat, il s'engage, c'est normal, il a dû refuser cette date-là. On le retrouvera en fin octobre sur l'UFC 308 à Abu Dhabi c'est contre Volkov, contre qu'on Volkov, le retrouvera. ça, T'es frustré un peu? J'aurais adoré. On le verra plus tard sans doute. J'aurais adoré voir Cyril Tom. Oui, forcément, j'aurais aussi adoré le voir. J'aurais voulu voir Cyril à Paris contre Almeida, contre vraiment une opposition de style, mais bon, je pense que l'UFC nous concocte, en tout cas si tout se passe bien pour eux, un Cyril Thomas Spinal d'ici fin d'année. On l'aura ce combat-là. Enfin, tu vois, il faut sans doute attendre, mais on l'aura. Mais c'est vrai qu'on en avait envie soit à Manchester, soit de voir Cyril d'ailleurs à Paris. Et c'est un peu attendre. On recule peut-être pour mieux sauter notamment. Mais je le disais tout à l'heure, beaucoup disent d'Aspinal, c'est le poids lourd ultime, moderne. C'est comme on disait tout à l'heure, complet, hyper rapide dans ses transitions. C'est ça pour toi? C'est le tu vois, c'est le symbole de ce que doivent devenir les poids lourds modernes. Ouais, bien sûr. Dans sa manière de bouger, dans sa manière de gérer la distance, dans sa manière de mixer les transitions, c'est beau. C'est efficace et comme j'ai dit, il fait partie de cette nouvelle génération. Les poids lourds, c'est connu pourquoi? Parce que ça cogne, ça fait des bagarres de bar. Et Thomas Spinal, lui, c'est vraiment élégant dans sa manière de combattre. C'est la nouvelle génération de poids lourds, tout simplement. Des poids lourds qui savent aller finir au sol avec des Kimura, monsieur Boulox, qui se contente pas de bagarre de bar. Effectivement. Le clin d'œil est passé. Donc ce combat, on l'a dit, cette opposition aussi entre deux combattants complets, mais sans doute un plus complet que l'autre, ça nous intéresse aussi beaucoup ce qui va se passer après, en cas de victoire d'Aspinal, parce que beaucoup voient la victoire d'Aspinal, même si je respecte totalement ton avis, Boulox. Ça reste un combat, donc tout peut arriver, surtout après, en poids lourd. Je vois la victoire d'Aspinal, mais j'aime bien un petit peu ce truc-là qui vient casser ouais, je suis d'accord avec toi. fête, tu vois. Puis que le storytelling qu'on raconte soit pas si simple que ça. Un Curtis Blade Cyril, c'est aussi intéressant. Ouais, bien sûr. Vois, mais bon. Même pour l'opposition de style. Pour l'opposition de style. Ouais. Ce serait aussi passionnant à voir. Si ça gagne du côté d'Aspinal, clairement, il y a 3 trucs qui se dessinent. Le vainqueur de Cyril Gane contre Volkov, en espérant pour nous que ce soit Cyril et que ce soit ce combat dont on parlait juste avant. John Jones, qui défendra donc en novembre, si tout va bien, le 9 novembre, UFC 309 contre Stipe Miocic, donc dans l'idée que Jones batte Miocic, ou Miocic, si Miocic a battu Jones d'ailleurs, et Alex Pereira, dont on parle de plus en plus pour une possible montée chez les lourds. Il a répété là en début de semaine à Spinal, moi je suis chaud, s'il veut venir, je suis chaud. J'avais bien cru comprendre que Pereira, c'est peut-être pas tout de suite, mais un jour ou l'autre, il va être chaud et Aspinal, ça lui plairait bien. Si tu as le choix entre les 3, on te donne une. Tu vois, t'as un vœu, tu as le droit d'avoir un vœu. Déjà, je vais éliminer la possibilité de John Jones Aspinal.
John Jones, c'est l'ancienne génération. Il reviendra pas, il n'affrontera pas. Il veut son combat de légende contre Miocic. Il prend sa retraite après. L'UFC veulent faire ce combat, donc je pense que ça vaut mieux. En tout cas, pour moi, hein, j'élimine cette possibilité-là. Maintenant, si tu me demandes, sans hésitation, Cyril Gane, Aspinall. Ouais, c'est un petit peu le derby France-Angleterre. Il commence à avoir un petit peu d'animosité, je le sens. Même lorsque Cyril l'a répondu, tu vois qu'il commence à avoir un petit storytelling entre les deux. Et ce combat-là, moi, je veux absolument le voir. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pereira, c'est plus un combat de fantasy, j'ai l'impression. Et Pereira, on peut peut-être attendre en plus, tu vois. Il a encore des choses à faire à moins de 93. C'est un truc qu'on peut voir dans un an et demi, peut-être. Tu vois, sur la fin de son run à l'UFC de Pereira. On n'est pas pressé sur ça, je suis assez d'accord. Alors, le Aspinall Gane, il commence tellement à monter qu'on a envie de le voir là. Qu'on veut voir ce combat. L'autre truc un peu, moi tu sais, j'aime bien avec Baba, souvent je fais des petites dingueries en matchmaking que j'aime bien, mais mettez-nous au Garden Aspinall Pereira en co-main event. Et le gagnant, soit il prend Cyril s'il a battu Volkov, soit il prend Jones si Jones veut rester pour un combat. On avait en plus un espoir de le voir sur l'UFC 300 à un moment donné. Oui, il y avait pour sauver la carte. Mais non, tout est possible avec l'UFC. Hein. Je pense pas que ça arrivera, tu vois, parce que je pense que je te dis Poatan, je pense qu'il reste en moins de 93 au moins quelques temps avant de monter. Mais tu veux te faire plaisir, ça te fait une carte de fou furieux au Garden, hein, avec des implications pour après, c'est juste fou furieux. Un point, je voulais, avant qu'on passe sur Edwards Belal Muhammad, qui est le main event pour le coup de cette UFC 304 à Manchester. Je voulais qu'on parle 1 ou 2 secondes de Cyril, dont on vient de parler avec ce combat contre Volkov. Déjà, toi, est-ce qui t'intéresse? Moi, je fais un mea culpa, parce que tu vois, pour le coup, mes éditeurs savent que je sais revenir sur mes erreurs. Et j'ai fait un tweet quand on a annoncé ce combat où je disais que j'étais très déçu personnellement. Et en fait, je veux mettre, plutôt qu'un mea culpa, je veux mettre de la nuance. Je suis déçu de ne pas le voir à Paris. Au bout d'un an sans combattre, j'aurais vraiment aimé l'avoir à Paris. Oui, on est tous déçus sur ça. Après, le match-up, je le comprends. Ça fait sens, Volkov est mieux placé qu'Almeida, même si c'est une revanche d'il y a 3 ans, Volkov a évolué depuis, on veut revoir ce que ça peut donner contre un Cyril aujourd'hui. Se faire ça à Abu Dhabi, t'es une star quand même de l'UFC aujourd'hui, au-delà de la France. Cyril Gane, il est connu partout par les fans de l'UFC. Je trouve que ça fait sens, donc je nuancerai ma déception, mais je suis déçu de ne pas l'avoir à Paris. Forcément, on est tous déçus, surtout qu'en plus, à un moment donné, il y a eu une information qui était sortie, ça avait été même confirmé sur Tapologie que Cyril était sur la carte de l'UFC Paris. L'UFC Paris 1, on a vu Cyril en main event, le 2 pareil, donc forcément le 3 on disait que ça allait être une continuité. Et j'ai l'impression qu'il voulait, hein, quand on l'écoute s'expliquer, lui il voulait, hein, c'est l'UFC qui lui a dit que ce sera un petit peu flou en fait, je pense, les discussions entre l'UFC et leur équipe, mais comme quoi en fait avec l'UFC on n'est jamais sûr de rien, il y a toujours des changements à la dernière minute parfois et voilà. Ouais, tout à fait. En tout cas, on a hâte de voir Cyril contre Volkov. Et c'est un combat intéressant parce que je disais, Volkov a évolué depuis 3 ans. Moi, je suis, tu vois, pour aller à l'encontre des storytelling comme toi t'as fait avec Blaze, moi, je mets plus de nuances là-dessus aussi. Je suis plutôt de l'équipe qui dit, il a évolué, mais pas tant que ça. J'ai l'impression que Cyril peut encore dominer comme il l'a fait il y a 3 ans. Je pense qu'il a dû changer des choses dans sa méthode d'entraînement, mais après, stylistiquement, c'est le même, juste qu'il est mieux, il est plus confiant, là, il est sur 4 victoires consécutives. Mais après, voilà, ça reste le même Volkov que. Oui, tu vois, je ne le vois pas parce que je lisais des mecs dire attendez, il s'est Non. Je crois qu'il y a juste la coupe de cheveux qui a changé. Et puis là, il y tient, il se recoiffe pendant les interrounds et tout. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'actions chez les poids lourds dans les mois à venir et on suivra ça bien sûr sur RMC Sport et au Fighter Club et puis au IB Show. Je sais que vous aurez bien sûr l'œil acéré dessus. Mon Boulox, on passe à Leon Edwards, Belal Muhammad. Allons-y. Une nouvelle fois un 2. Hein, c'est le thème de ce UFC 304. C'est que des revanches dans le main event et le co-main event. Donc, no contest, hein, on rappelle, c'était en mars 2021. C'est au milieu, en fait, ce no contest, c'est au milieu d'une série de 9 victoires de suite pour Belal et d'une série de 12 victoires de suite, donc les 2 séries en cours pour Edwards. Et au milieu de tout ça, il y a ce no contest, on rappelle high poke, début du deuxième round, le combat est arrêté. Cette fois, c'est pour la ceinture des moins de 77, ce qui fait une énorme différence. Qu'est-ce qu'on retient déjà, avant de rentrer dans ce deuxième combat, qu'est-ce qu'on retient de ce premier combat? Parce qu'on avait vu un round, on avait vu un Edwards, je trouve, qui mettait la pression plus que d'habitude, comme s'il y avait un côté, je respecte pas trop le danger, en tout cas debout, de Belal. Je l'ai trouvé très dominateur. En fait, j'ai peur qu'on revoie la même chose samedi soir, Boulox. Écoute, je te rejoins tout à fait. Très dominateur en plus sur le premier combat entre Leon Edwards et Belal Mohamed. Il ne le respectait pas du tout. Même sur la lutte, c'est lui qui a initié, qui a enclenché la première tentative d'emmener au sol. Après, il y a eu cette époque dans le deuxième round. Mais très honnêtement, j'aime bien les outsiders. J'aime bien ceux qui viennent gâcher la fête. Mais j'ai du mal à voir Belal Mohamed s'imposer. Sa dernière performance, c'était contre Gilbert Burns. Ça remonte à plus d'1 an maintenant. Il n'y a pas eu de renouveau dans son style. J'ai vu que Rabib a priori concocté son game plan. Ouais, il travaille avec l'équipe de Rabib et d'Islam Makhachev. C'est ça. Mais voilà.
Sa lutte, elle est bonne, mais il n'y a pas de quoi inquiéter Léon Edwards. En plus, on l'a Non, vu avec Kamaru Usman à 2 reprises. On l'a vu contre Colby Covington, l'un des meilleurs lutteurs de la catégorie. Il a envoyé les deux au sol. Je veux dire, à un moment, Ouais. il faut la réalité, elle est telle qu'elle est. C'est Ce vrai. mec est hyper complet. Il est complet. Et qu'est-ce que peut proposer? Et moi, je vais te dire, j'ai fait une réflexion, elle est notée en haut du chapitrage Edwards-Mohamed, mais je vais te le dire clairement. Est-ce que le Belal Mohamed de 37 ans peut être supérieur en quoi que ce soit au Kamaru Usman de 35 ans qui a Ouais. été battu par Léon Edwards? Ouais, en plus, qui était à son prime Eh ben, à ce ma moment-là. réponse, c'est non. Tout simplement. Tu vois. Donc, je vois pas en quoi, tu vois, je vois pas dans quel domaine il peut le battre, en fait. Écoute, si est emmené au sol à la rigueur, tu sais, dans ses défenses, parfois je trouvais qu'il exposait un petit peu trop le dos, Léon Edwards, surtout face à Ousmane. Ousmane n'a pas su capitaliser là-dessus. Maintenant, c'est la seule issue que je vois, on va dire, pour Belal. Après, Belal, c'est quand même quelqu'un qui tape fort. On va voir comment il va appréhender le combat, mais je te rejoins totalement. J'essaie de chercher des ouvertures. Vraiment, Mais les gars, quand- on essaye. Ouais, on essaye. J'ai revisionné leur combat à plusieurs reprises, les dernières performances de Belal, les dernières performances de Léon. Et je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai l'impression que depuis, donc on parle d'il y a plus de 3 ans, celui qui a le plus progressé, c'est largement Léon Edwards. Et en bien fait. sûr. Donc, tu Ouais, vois, ouais. déjà qu'il était Sur tous les dominateur points, sur ce en plus, premier round, et en plus, il a plus progressé que Ouais, l'autre. sur tous les points, que ce soit dans les performances, sur la hype, sur tout ça, il est devant. Donc non, j'ai du mal à voir Belal Mohamed s'imposer, pour être très honnête. Et je ne sais pas comment, en tout cas, il va s'imposer, à part aller chercher la lutte. Mais bon, Léon Edwards, tu l'emmènes pas facilement. Il a des bons contrôles en body lock, il sait aller contrôler en cage control pour annuler la lutte. Donc bonne chance à Belal. 61 en carrière, 71% de décision pour Edwards, 79 pour Belal. On va tout droit à un synchrone là. Tu penses que ça va être un combat très tactique, une sorte de Ouais. partie d'échecs plus qu'un slugfest, toi. Là pour le coup, on sera pas dans une bagarre de En bar. plus, forcément, il aurait un surplus de confiance tu sais, par rapport à leur dernier combat et à ses dernières performances, Léon Edwards. Donc je pense qu'il va encore plus appuyer sur le champion là. Il est champion, il a oui. détrôné Ousmane, tu vois, qui a été vu comme un des plus grands, qui est vu et a raison comme un des plus grands de l'histoire de cette KT. Ouais. Ouais, pareil qu'Aspinal, hein. T'arrives avec les pecs qui sont bien gonflés À quand domicile t'arrives. en Ouais. plus. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On ouvre ce dossier quand même, Léon Edwards. Il a mis, on le rappelait, Ousmane et Covington au sol. C'est quand même un striker de base qui s'est aujourd'hui réinventé en combattant totalement complet, super lutte, super sol. Quand tu parles à ses coachs ou des gens qui côtoient, ils te disent c'est une vraie ceinture noire pour le coup et il a un vrai niveau au sol. Il est sous-coté, Léon Edwards, même en tant que champion. Je crois qu'il est dans le top 3 pound for pound de l'UFC, mais j'ai l'impression qu'il est encore sous-coté. À un Tu vois, moment parce donné, qu'il est, ouais. il est calme, c'est pas le plus charismatique, c'est pas le plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu partages ça? Je te rejoins, ça a un petit peu changé ces derniers temps, surtout depuis le Hit Shot Dead, ça a changé. Maintenant, voilà, il a son petit slogan, même lorsqu'il Ouais, arrive, c'est le public il scande Hit Shot Dead. Donc je pense que ça a changé, mais c'est vrai que c'est pas un champion qui, j'ai l'impression qu'il est reconnu à sa juste valeur. Mais en tout cas, ça a changé. Là, c'est beaucoup mieux qu'auparavant, surtout depuis sa victoire, sa deuxième victoire en fait avec Kamaru Usman, parce qu'en fait dans le premier round, dans le premier combat, il perd les 5 rounds. C'est juste à la fin, voilà, il y a ce high kick magique qui sort. Le deuxième combat, il confirme sa position. Après, il y a le combat contre Colby, où vraiment là, il affirme qu'il est champion et pas pour rien. Donc ouais, je pense que ça a changé, mais c'est vrai qu'il n'a pas en tout cas la hype qu'il devrait avoir, j'ai l'impression. Et c'est le plus complet pour toi aujourd'hui à l'UFC? Toutes KT confondues? Il est dans la discussion. Hein. Il est dans la discussion. En tout cas, son nom, ouais, il apparaît dans la discussion, mais après, voilà, le plus complet. J'attends de voir un petit peu des changements de niveau, un peu plus d'être offensif en lutte. Et là, on pourrait peut-être parler d'un des gars les plus C'est complets. peut-être l'occasion, hein, là contre Belal. Vu le style de Effectivement. Belal aussi, c'est peut-être l'occasion de voir un peu plus ça. Ouais, Voilà. on verra. Hein. On va voir ce qu'on va voir samedi soir, mais ça peut être intéressant là-dessus. Tu le citais tout à l'heure, le fait que Belal s'entraîne avec Khabib et Islam depuis quelques temps maintenant. Quand même l'impression quand on voit les vidéos que c'est pas, il sert plus de sparring qu'autre chose parfois quand même. Ça change quoi toi? Tu as la vision du combattant là-dessus. À part que Khabib fait ton game plan et qu'il est plutôt bon pour faire ça. Ouais. Je pense qu'il Si doit toi, avoir. si toi tu t'es pas supérieur au mec en face, ça change pas grand-chose. Il peut rien inventer. Hein. Ouais. Non, je pense qu'il doit y avoir peut-être un facteur confiance, notamment sur les phases de lutte. Tu sais, lorsque tu t'entraînes avec leur équipe et que tu dois forcément se parier avec eux, et que tu réussis à t'imposer sur ton sol, sur la lutte, peut-être qu'il y a ce facteur confiance. Mais après, comme tu as dit, voilà, il n'y a pas de magie. Qui a Khabib ou un autre gars dans le corner, je pense que ça va pas changer ses compétences, en tout cas en lutte, quoi. Et si tu étais Belal, c'est quoi le point sur lequel tu insisterais? C'est quoi, tu vois, le défaut que tu vois, toi, chez Léon Edwards, ou le chemin de victoire, en tout cas? Moi, je pense qu'il va falloir qu'il rentre un petit peu dans la bagarre, parce que s'il rentre dans le côté combativité, technique propre,
Il est au-dessus, dépassé, Léon Edwards, donc peut-être qu'il va falloir faire un petit peu, peut-être brawler, avancer, essayer d'aller faire du dirty boxing, un petit peu perturbé et peut-être essayer de connecter sur une sortie de clinch ou sur un dirty boxing à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vraiment la seule issue que je vois pour Belal, ou possible d'aller prendre le dos s'il y a un emmené au sol et d'essayer de finaliser, mais bon, compliqué quand même. La dernière question autour de ça, elle reprend ce que j'ai fait aussi sur Thomas Spinal. On se dit que Léon Edwards est quand même le favori de ce combat, a priori. Donc, dans un monde imaginaire, enfin en tout cas fictionnel, où il s'impose, samedi soir, il conserve une nouvelle fois sa ceinture. On veut quoi derrière? Slam Makhachev, champion contre champion. Et là, on décide vraiment qui est le plus complet des combattants. C'est vrai que... Ou un Shavkat Rakhmonov pour continuer un peu de faire le ménage dans cette catégorie. D'asseoir ça. Moi, je serais plus hypé par un Islam Makhachev. Shavkat, même si c'est pas le sujet, je le trouve surcoté, moi, très honnêtement. Il est fort, mais je le trouve assez surcoté. Je suis pas trop fan du style. Donc, je pense que s'il y a moyen d'aller chercher Islam, en plus, voilà, ça va lui permettre aussi de prendre un peu plus de hype, forcément aussi un money fight. Donc, si j'étais lui, en tout cas, même en tant que spectateur, moi, j'aurais priorisé ce Islam contre Léon Edwards. Je pense que c'est assez vendeur. Nous, je sais pas si tu connais, mais nous, avec Baba ici, on est très nettoyer votre KT avant de passer au double champ. Il y en a marre de ces mecs qui veulent faire tout le temps double champ. Là, on est quand même à 1 ou 2 combats max. Allez, peut-être qu'un autre derrière Belal, tu vois, s'il y a un Shavkat et qui ramasse Shavkat aussi. Derrière, tu as quand même vraiment envie de voir ce truc-là. Forcément. Parce que c'est deux mecs hyper complets, sommet du classement pound for pound. Il y a vraiment une belle histoire à écrire, un beau combat surtout à voir. Donc, j'aimerais l'Islam aussi, mais peut-être un peu plus de toi. Allez, 2025. On se fait une dernière défense en moins de 77 d'abord, et puis 2025, le gros fight. Makhachev contre Léon Edwards. On passe au troisième gros combat de cette carte Bullocks avec King Green, puisqu'il a changé son nom. Ah oui, c'est vrai, Bobby. Il s'appelle plus Bobby, officiellement il s'appelle King. Donc il a le même prénom que son surnom. Donc tu vois, si tu dis son nom entier, c'est King Green. Il a fait une mise à jour récemment. C'est un délire, les États-Unis parfois. Contre Paddy Pimblett, local, puisqu'il est de Liverpool, c'est à 45 minutes, je crois, de Manchester. Alors, c'est un gros derby en foot entre les deux. Faut pas dire que tu es de Liverpool quand tu es à Manchester ou inversement. Mais en tout cas, il aura son public et sa team et sa famille dans le coin, ça c'est sûr. 7 victoires de suite, Paddy Pimblett, donc 5 à l'UFC. Il a 5-0 à l'UFC, on l'oublie trop. Mais surtout parce qu'il avait été très décevant en décembre 2022 contre Jared Gordon. Beaucoup le voient perdre ce combat. Tu partages? Forcément. Je pense que personne ne partage pas ça à part les 3 juges qui étaient là. Et en décembre dernier, pour son retour, il bat Tony Ferguson, mais un Tony Ferguson rincé, ça me fait mal au cœur de le dire vu comme j'aimais Tony, et je pense qu'il n'est pas très convaincant par rapport à l'adversaire qui est en face. On est d'accord. Donc c'est un vrai test, c'est le premier vrai gros test à l'UFC. On va avoir des réponses sur Paddy Pimblett, Bullocks là. Est-ce que c'est le premier vrai gros test? Je pense que les gars qu'il a pris, même notamment Jared Gordon, comme tu l'as dit, c'est comme des tests, et pour moi il n'a pas su en tout cas briller face à eux. Même Tony Ferguson qui est sur la pente descendante, la performance, moi personnellement j'étais pas satisfait. Non. Maintenant Bobby, le nouveau King là, Green. Tu peux dire Bobby, je t'en voudrais pas. Ça va être plus simple. Forcément ça va être une réponse. Est-ce qu'il a le niveau pour accéder, on va dire, au port du top 15? Parce que Green est 15e, donc on y est. Donc c'est un vrai test, j'ai envie de te dire. Maintenant pour moi c'est pas un cadeau ce match-up. Non, pas du tout, pas un cadeau du tout. Tu le vois, avant qu'on rentre dans le match-up en soi, c'est beaucoup ce qui tourne autour de son nom. Paddy Pimblett, pour toi, il est surcoté? Écoute, en fait, avant d'arriver à l'UFC, il a nettoyé quasiment sa catégorie au Cage Warriors. C'était un champion dominant et tout. Mais maintenant qu'il a les pieds au plus haut niveau, on va dire que je pense qu'on avait plus d'attentes. Je pense qu'on avait plus d'attentes. Après, voilà, il est actuellement dans ce qui se fait de mieux en MMA. Donc moi je dirais pas surcoté, peut-être surcoté dans ses performances, mais après la hype il la mérite, il est vendeur, il sait se vendre, il a le public dans sa poche, il fait le choix à sa manière, mais surcoté après je dirais ça dépend dans quel point de vue quoi. Mais c'est ça en fait, là où c'est intéressant, c'est que moi je pense pas qu'il soit surcoté en soi dans la pure valeur de ce mot-là. En fait, j'ai jamais vu d'ailleurs, parce que tout le monde dit ça, l'UFC 20. L'UFC lui a donné des match-ups plutôt favorables, on est d'accord, pour garder la poule aux œufs d'or un peu intacte. Par contre, j'ai jamais vu un mec de l'UFC ou Dana White dire ce mec-là sera champion, c'est une superstar. Tu vois, je les ai jamais vus le mettre en avant d'une façon de dire c'est forcément le cador à venir. Donc je pense qu'en fait c'est un mec qui est entre 15 et 20. C'est son niveau. Ouais, c'est ça. Tu vois, 15-20e mondial. Il arrive à proposer d'autres choses. Derrière ça, c'est compliqué, en tout cas sur ce qu'il nous montre aujourd'hui. Tu peux toujours progresser dans la vie et c'est pas interdit du tout. Mais tu vois, de ce que je vois là, c'est 15-20. Donc il est
bien coté pour les combats qu'il fait en ce moment pour moi. Je trouve qu'on sous-estime un peu son sol parce qu'on voit que le petit blond machin et qu'on se dit il est mauvais. Ouais, après, il a aussi du mal à l'imposer depuis qu'il a lutté son sol. Il a du mal, je suis d'accord. Ouais. Mais quand il est dans des positions favorables, il peut enclencher des choses offensivement, notamment au sol, qui font du dégât et qui sont efficaces. Donc je te dis, c'est un débat qui est intéressant, je trouve. C'est pas surcoté, c'est pas sous-coté. Ouais, ça dépend avec quel œil on regarde ça. En voilà. fait. Et puis marketingement, il n'y a pas de surcoté. Ah en non, fait. sur Il ça, a réussi à mettre la lumière sur lui et on peut pas lui reprocher ça. Ouais. Par ses discours, par sa façon de communiquer. Même je me rappelle, il avait encore 0 combat à l'UFC que Helwani l'avait déjà reçu, il me semble. Donc même lorsqu'il a signé à l'UFC, directement ils ont annoncé ça sur leur page. Ça joue là. On va en reparler quand on reparlera aussi de toi en fin d'émission, mais tout ça, ça joue. C'est important dans la construction d'une carrière. Pour ce match-up en soi, King Green, c'est quand même pas fou au sol. C'est là où je notais aussi le sol de Paddy qui peut être une solution pour lui, même si il y a une takedown de défense assez correcte, c'est pas non plus dégueu. C'est le chemin de victoire de Paddy, le sol. Debout quand même, j'ai l'impression que là, debout, du mal, là. Avant le chemin du sol, il va falloir passer cette barrière-là. On rappellera toujours, le combat de MMA, il commence debout. Il commence debout. Les deux pieds au sol. Bobby Green, en plus, c'est un gros frappeur. Il a un style qui est un petit peu dérangeant. Il a les mains basses, donc il est vraiment imprévisible. Et le problème, c'est que Paddy Pimblett, c'est, je crois, l'un des gars qui boxe le plus avec le menton à la fenêtre. Il se fait connecter à chaque fois. Par contre, il a un menton. Il fait l'ascenseur, mais il remonte. Ouais, on est d'accord là-dessus, mais j'ai peur. Face à Bobby Green, j'ai peur. C'est vrai que là, il aura le public dans sa poche, il est à domicile. Et ils sont invaincus, ils sont très très forts lorsqu'ils sont à domicile, les Anglais. Surtout lui, avec son entrée, il y a sa musique, il ferme la lumière, ils allument tout. C'est un truc qui, à mon avis, le booste bien. Forcément, ouais. Après, il a toujours ce petit truc-là où il arrive à s'en sortir. Je sais pas, peut-être le facteur chance. Mais voilà, ça va être en tout cas un combat où je pense qu'il va prendre du dégât. Ouais, moi je pense qu'il va prendre du dégât, mais je pense qu'il va quand même réussir à se frayer un chemin vers la victoire. La question, c'est celle-là en fait. C'est est-ce qu'il résiste à ce dégât-là ? C'est ça. Ou est-ce qu'il arrive à lui aller dans les chemins, enfin voilà, dans les domaines où il aura plus l'avantage, où il pourra plus développer son jeu. Ouais, en tout cas, c'est comme j'ai dit, ça va pas être un combat facile. C'est pas en tout cas un match-up favorable pour lui. Ça va lui permettre en tout cas d'accéder, comme tu as dit, au top 15 et tout. Mais voilà, en tout cas, en termes d'opposition de style, c'est pas le Bobby qui va le faire briller en tout cas ce soir-là. Et on l'oublie s'il perd, pas dit là. Enfin, quand je dis on l'oublie, il sera toujours à l'UFC, il fera des combats, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un mec dont la hype disparaît totalement une fois qu'il a une défaite. Forcément, c'est compliqué de parler de lui en tant que futur champion ou futur prospect. Même top 10. Ouais, en fait. s'il passe pas Bobby Green. Bobby Green, c'est un petit peu la phase test, j'ai l'impression, tu sais, le gardien du top 15. Il y a clairement un profil de gatekeeper. C'est ça. Clairement. C'est ça, ouais. Et pour la notion, parce que c'est Paddy qui s'est joué sur les formules, ça m'a fait rire, mais il a dit je vais battre Bobby Green parce que comme il s'appelle King, je serai le King Slayer. C'est une référence à ceux qui connaissent Game of Thrones, le King Slayer, le tueur de rois. Donc c'est ce qu'il veut faire Paddy. On le reconnaît bien là. Chose marrante à noter sur Paddy pour ceux qui connaissent pas sa carrière, mais c'est un mec qui a affronté quand même plusieurs Français. Oui, Johnny Frachet, Teddy Violette, Miguel Haro. Et c'est marrant puisque Kevin Petit, exactement. Aspinall a aussi affronté Boukichou et Alan Bodo. Donc tu vois les stars anglaises. Il y a des similitudes. Ils ont croisé pas mal de Français qui peuvent raconter qui ils sont en combat. Bon, plutôt Paddy ou plutôt Bobby, si tu avais un pronostic. Allez, pour le show, on a l'UFC Manchester, j'irais plutôt, avec sa petite danse là, à la fin, il est marrant. Lorsqu'il gagne, j'irais Paddy Pimblett. Ouais, moi je dirais Paddy aussi. Et par contre, j'ai peur pour le combat d'après. S'il gagne là, il va forcément avoir plus haut dans le top. Et là, il commence à avoir des trucs. Forcément, il va falloir vraiment évoluer. Face à un BSD, parce qu'il serait dans la conversation à ce moment-là. Ouh là 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 là. Ça va être dur. Il peut quand même le sentir passer très très fort. Et d'autres petits bonbons, donc cette UFC 304 à suivre dans la nuit de samedi à dimanche, on vous rappelle, horaire américain, mais vous êtes habitués sur RMC Sport, bien sûr, on sera en direct, je reste d'ailleurs sur le plateau pour vous expliquer un peu toute cette soirée-là, et on aura d'autres beaux combats sur la carte, je pense notamment au Arnold Allen, Giga Chikadze, enfin voilà, comme on le disait avec Bouloc, c'est une très très belle carte et ça mérite de rester debout pour regarder tout ça sur RMC Sport. On passe à toi Bouloc, on finit l'émission quand même, tu m'as servi bien de consultant pendant ces premiers 3 quarts de l'émission, mais t'es aussi mon invité, ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir dans le Fighter Club. C'était la bonne occasion là. Exactement, on rappelle donc tu as pris le titre en juin en plus à Arès, titre de champion poids lourd en battant Sofiane Boukichou dont on a parlé, ancien adversaire de Thomas Spinal. Comment t'as vécu déjà ? C'était titre dans une grosse orga française. Comment t'as vécu ce moment-là ? C'était un moment forcément particulier. Ouais, comme je t'ai dit, très satisfait d'avoir fait 5 rounds. En plus, c'était vraiment le point d'interrogation. Moi, je me dis,
comment tu gères un combat de championnat, 5 rounds, forcément c'est pas la même gestion d'énergie. Donc finalement voilà, j'étais bien préparé, content maintenant d'être champion de la meilleure organisation française et l'une des plus belles organisations aussi en Europe. Quand tu regardes la tête des champions, Virgil Hogan, Axel Sola, c'est voilà, tout cela c'est à l'avenir. Donc maintenant j'ai rejoint leur rang, donc très content d'être champion de l'ARES et voilà. Et de le vivre à Paris aussi, tu vois, dans les tiens, machin, ça fait un truc en plus forcément. Ouais, on Adidas en avait parlé Arena. avec Taylor quand il avait été champion d'Arès ou qui avait vécu un moment incroyable ce soir-là. Ouais, non, Adidas Arena en plus c'était beau, même de l'intérieur et tout. Tu sais, c'est une nouvelle salle, c'est vraiment magnifique la manière dont le public t'accueille, la grandeur de la salle, la disposition de tout ça, ça faisait plaisir, il fallait le vivre. En plus, c'était l'une des meilleures cartes de l'ARES, donc content d'avoir fait partie de cette carte. Avec un main event incroyable entre Axel et Imavov et Dagir. C'était un combat extraordinaire si vous ne l'avez pas vu. J'allais sur autre chose, mais je rebondis sur un truc que tu as dit parce que c'était une question que j'avais pour plus tard. C'est toujours la meilleure orga française, Arès. Moi, je l'ai dit souvent ici. Ouais. Et en ce moment, alors que je sais très bien ce que vont me dire les gens qui écoutent cette émission, mais RMC, vous diffusez Hexagone, alors t'es biaisé. J'ai très souvent dit ici, vous pouvez le retrouver, qu'Arès était la meilleure orga française et une des meilleures européennes de loin. Je commence à me dire qu'Hexagone commence à talonner très sévèrement avec Mika, Arès, et je les mettrais bien au même niveau. Avec Mika, c'est ce qu'on disait. Maintenant, tu prends plusieurs facteurs, que ce soit en termes de niveau, en termes de show et même en termes d'audiovisuel. Tu sais, quand tu regardes même à la télé et tout, Arès, ils sont quand même devant. Hexagone, ils les talonnent, ils sont en deuxième position. C'est vrai, ils font des belles choses. Il y a des beaux efforts faits. Il y a des beaux efforts, c'est comme tu l'as dit. Mais je pense que Arès, ils maintiennent quand même leur place de numéro 1, même avec le storytelling qu'ils arrivent à créer, tous les événements au Dôme de Paris qu'il y a eu auparavant, les rencontres franco-françaises où il y a eu du storytelling. Tu sais, je pense à Damien Labuse contre Amin Ayoub. Ouais, bien sûr. Tout ça, ils ont aussi un combat français qu'on a eu, largement. Carla Moussou contre Michael Wu, pareil, ils ont réussi à créer ce storytelling. Contre Abdoul aussi, contre Abdoul, les deux qu'il a fait. Ouais. Donc jusqu'à présent, en tout cas, personne n'a su faire ce genre d'histoire, en tout cas en termes d'organisation française. Donc c'est pour ça qu'ils maintiennent le cap d'organisation numéro 1, en tout cas là pour le moment. Voilà, comme ça on évitera les critiques. Le champion d'Arès défend Arès, le diffuseur d'Hexagone défend Hexagone. Non, mais je les mettrais, tu vois, moi, pour finir cette nuance-là. C'est deux belles orgas qu'on a en France et c'est cool d'avoir deux belles orgas en France qui peuvent proposer des belles cartes, des bons noms et des beaux shows dans des belles salles. Donc profitons de ça et plutôt que de se dire qui est le meilleur ou qui machin, disons juste on a de très, tant que ça fait avancer les mots français, tant que tout le monde est content, c'est le principal. Exactement. Tu avais fait ton retour avant ce combat en juin, tu as fait ton retour en décembre 2023. Ça faisait 2 ans que tu n'avais pas combattu et 3 ans que tu n'avais pas gagné d'ailleurs, tu n'avais pas de victoire. Moi, je connais un peu, mais tu peux raconter aussi aux éditeurs qui t'ont peut-être découvert un peu en juin avec pourquoi tu as eu cette absence-là pendant près de pas mal de blessures. Bah déjà, en fait, si tu veux, le combat en 2021, je sors avec pas mal de dégâts. Tu sais, en début de combat, j'ai une kimura de cheville, la cheville est craque, j'ai réussi à sortir. Donc derrière, c'est forcément une kimura de cheville, ça fait péter le genou, ça fait péter la cheville. Donc j'ai eu pas mal de blessures, notamment quand je perds sur le juji. Entre-temps, en fait, je reprends l'entraînement. J'aide Alan Bodo, comme je disais précédemment en début d'émission. Donc on fait le training camp, donc voilà, c'est un petit peu débile de ma part, mais je me soigne pas. Je reprends l'entraînement quasiment quelques semaines après. Après voilà, je devais faire mon retour en 2022. Après avoir fait quelques examens médicaux, je me rends compte que j'ai des lésions dans les yeux, donc il m'a fallu un peu plusieurs temps pour faire les séances de récupération, te remettre bien à ce niveau-là. Faire des séances de laser. Donc voilà, grosso modo, c'est ça qui m'a freiné pendant 2 années. Tout ça, c'est oublié, c'est derrière toi là ? Tout ça, c'est derrière moi. Ouais, t'es à 100% de tes capacités aujourd'hui. Je suis pas à 100% de mes capacités, j'ai pas exploité le plein potentiel. Voilà, mais on s'est compris. Comme aucun combattant, on sait que vous faites jamais un combat à 100%, vous avez toujours des petites blessures, c'est ça les guerriers. Hein. C'est ça, on fait avec, ça fait partie de notre quotidien, j'ai envie de te dire. Exactement. Bon, on y va direct sur la suite ? Bah écoute, qu'est-ce qui attend le champion d'Arès des poids lourds ? Bah écoute, moi j'ai envie de dire qu'à part Cyril Gane, qui est quand même notre star du MMA en France depuis des années, il me manque un deuxième poids lourd français à l'UFC, non ? Bolox. Oui, est-ce qu'il pourrait pas s'appeler Aboubacar Batilis, le deuxième poids lourd français ? En tout cas, je travaille pour ça et on attend. En plus, quand tu regardes quasiment tous les poids lourds qui ont été champions de l'Arès, soit ils ont signé au Dana White Contender Series, soit ils ont directement signé à l'UFC, mis à part Slim Trabelsi qui est au Bellator actuellement. Ouais. Maintenant, voilà, un bon champion se doit de défendre sa ceinture. Donc moi, je suis prêt à la défendre en début de saison là, de 2024. Maintenant, si l'UFC m'appelait entre-temps, j'y vais.
Et il y a des contacts où il y a rien. Enfin, tu vois, est-ce que tu peux nous dire des choses là-dessus? Bah écoute, moi j'ai fait comprendre à Fernand Lopez, qui est actuellement mon manager et mon entraîneur, que j'étais intéressé pour l'UFC Paris. Les candidatures ont été envoyées. Pourquoi pas les Dana Contender Series? Je pense que ça peut le faire. Hein, donc, on rappelle pour ceux qui ne suivent pas, c'est une émission donc, qui se passe tous les étés aux États-Unis. En fait, il y a des combats. Dana White vient voir. Si vous gagnez, que vous lui plaisez, d'ailleurs des fois même si vous perdez, vous lui plaisez, que la prestation est satisfaisante, il vous signe direct contrat à l'UFC. Donc je pense que c'est soit Dana White Contender Series, soit UFC Paris, soit une défense de titre. En tout cas, peu importe, moi je ferai en sorte d'être prêt pour assurer le show et la belle performance. Tu parlais d'un Slim Trabelsi qui est lui parti, non pas à l'UFC, alors qu'il y avait eu les possibilités à un moment, mais au Bellator. Si l'UFC, il n'y a pas de porte ouverte, une autre grosse orga pourrait te plaire? Écoute, c'est que il y a des gens qui nous disent, moi c'est l'UFC, c'est l'UFC. Comme tu as dit, si on se rend compte qu'au bout d'un an, il y a plusieurs défenses de titre et qu'il n'y a toujours pas d'UFC, c'est qu'il y a, va pas falloir rester bloqué là-dessus, il va falloir viser ailleurs. Mais en tout cas, l'option numéro 1 avant tout, c'est l'UFC. Après, forcément, s'il n'y a pas d'UFC, il va falloir songer à aller ailleurs. Et entre 12-12 à l'UFC et 100 000 au PFL, tu prends quoi? Tu sais pourquoi je pose cette question? Oui, bien sûr. C'est une question qui a fait débat sur beaucoup de gens bien dans sûr, le MMA. S'il y a les deux contrats qui sont posés, je dois choisir, non, je prends l'UFC. Okay. Je prends l'UFC, très honnêtement, je prends l'UFC. Après, maintenant, s'il y a mais pas c'est bien, moi je pense que chacun a je respecte les deux choix, en fait. Je trouve que les deux chemins se respectent. Donc, ouais, bien sûr, c'est respectable. Hein. Tant que tout le monde est content à la fin, c'est le principal. Dans cette stratégie de vouloir rejoindre l'UFC, il y a eu le call-out ces derniers jours. Robelis Despain, le mec qui vient du taekwondo, qui était hyper impressionnant pour ses débuts à l'UFC, puis qui vient de se faire un peu s'est fait un peu calmer par Waldo Cortés Acosta. Pourquoi lui spécifiquement? Moi j'avais l'impression que tu as presque fait le truc parce que c'est le géant contre le petit poids lourd. Il y a un petit peu ça, mais pour être honnête, je voulais call out, on va prendre un fou, mais je pense vraiment que j'ai ma place et je voulais call out Rodrigo Nascimento qui est actuellement 15e. Ouais, exactement. Demain, tu me mets face à lui, je ne sourcille pas. Maintenant, il est compliqué parce qu'il n'a pas de réseau, ni Twitter, ni Instagram. Donc voilà, c'est un petit peu bête de call out. Donc t'as pris un mec qui avait des réseaux, quoi. Donc j'ai pris un mec qui avait des réseaux et comme tu as dit, c'est un géant. Il est effrayant parce qu'il a fait quelques secondes dans la cage, mis à part sa dernière performance. Et je sais que voilà, j'ai mes chances face à lui. Je veux tellement voir le gros Verne de Boulogne pour aller chercher avec le bras arrière d'Espagne, là, cette grande liane. Non, ça peut être marrant comme combat. Tu es conscient que, comme l'avait fait Cyril avec John Jones d'ailleurs avant d'avoir son combat, l'UFC c'est aussi un business niveau. Il faut te faire connaître, il faut faire des call-outs, il faut te montrer au gars je suis là et j'ai envie de prendre tel mec, tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, il faut savoir jouer le jeu. Moi, c'est naturel, moi, ce genre de call-out, c'est pas forcé du tout. Hein. Donc voilà, va falloir parfois jouer le jeu du trash talk. On sait que l'UFC aime le show. Donc moi, tant que je reste dans mon personnage naturel et que je manque pas de respect, ça, je peux call-out n'importe qui. Mais bon, faut garder la tête sur les épaules. Je dirais pas call-out actuellement John Jones, ça n'aurait aucun sens. Mais si je call-out un gars, c'est que je pense que j'ai mes chances et que je peux venir à bout de ce géant. On te le souhaite pas du tout, on souhaite vraiment l'inverse. Ce serait une déception si tu vas jamais à l'UFC. Ouais, je pense, parce que t'as envie de vivre ça. C'est ce qui se fait de plus haut niveau. Et moi, c'est vraiment en fait la recherche de la haute performance et de combattre les meilleurs. Après, voilà, si demain je fais les causes et que je brille, que je fais des belles performances et que finalement je signe pas, est-ce que je serais déçu? Non, parce que j'aurais tout mis, on va dire, dans. Voilà, toi, tu seras pas déçu de toi, quoi. C'est ça. C'est ça. Tu auras fait ce qu'il fallait faire. Exactement, et puis après, c'est la vie qui décide aussi. Et c'est ça. Et dernier point avant qu'on se quitte, Boulox, on pourrait rester longtemps parce que c'est passionnant de discuter toujours avec toi. Mais je voulais qu'on évoque en quelques minutes, juste rapidement, le AB Show. J'en parlais. Donc, tu as cette émission avec Mika Lebou, qu'on connaît aussi bien à RMC, qui est souvent consultant pour nous. Et j'adore cette émission parce qu'elle propose quelque chose qui, je trouve, qu'il n'y a pas ailleurs dans le MMA français. C'est deux combattants. Mika, il est plus ou moins vers la retraite, mais bon, il est toujours plus ou moins actif. Tu sens qu'il peut remettre les gants. C'est ça. Voilà, les mitaines, elles peuvent revenir à tout moment. Et puis toi, qui es en plein dans ta carrière. Et je trouve que, en fait, c'est une vision qu'on n'a pas. Souvent, on a des visions, tu vois, nous, c'est des visions de journalistes, de consultants, comme je peux avoir avec même si Baba est coach mais deux combattants dans leur carrière qui nous donnent leur avis sur le monde du MMA. Je trouve ça intéressant. D'où tu as eu l'idée de faire ça? Pourquoi tu as commencé ce podcast? Est-ce que tu peux nous raconter rapido la genèse de ça? Rapidement, avec mes amis, et même à l'époque quand j'étais videur de boîte de nuit, tu sais, voilà, le sujet qui revenait à chaque fois sur table, c'était le MMA. Entre collègues, entre amis et même à l'entraînement. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un podcast et voilà, échanger, inviter des gens pour en discuter. Après voilà, j'ai lancé ma chaîne moi en 2020. J'aimais pas les monologues, donc il me fallait vraiment un binôme. Après Mika derrière lui, il avait aussi sa chaîne. Donc voilà, à un moment donné, moi comme j'étais lancé, je lui ai dit Mika, viens on fait un hebdomadaire, tu sais, à la Ariel Elwani et Daniel Cormier, à l'époque. Donc je trouvais que ça manquait un petit peu de rigolade dans tout ce qui se faisait sur la toile. Donc je savais que nous c'était un petit peu naturel, ce truc là où on va vanner, parfois rigoler. Mais
T'as totalement raison parce que Ouais. on sent que vous êtes dans la vanne, mais dans le respect toujours. Oui, bien sûr, toujours. Et c'est spontané, hein. C'est vraiment spontané, c'est ce truc-là que Ça j'aime se prend bien. pas la tête, Mika Ça se prend qui pas la écorche 3 quarts des noms. Enfin, tu vois, c'est Ouais. l'esprit, quoi. C'est ça, donc voilà, après voilà, on va essayer de développer le truc au fur et à mesure, mais c'est vrai que on le fait vraiment par passion, et c'est-à-dire que Mika, quand il a un combat, bah forcément on peut pas toujours assurer nos rendez-vous. Moi pareil, lorsque je suis en préparation, c'est compliqué pour moi d'assurer les podcasts, donc on le fait par kiff, et tant que c'est qualitatif, c'est le principal. T'es conscient aussi, et est-ce que ça faisait partie un peu de ton truc en le lançant, que ça t'a donné aussi une notoriété sur laquelle tu peux surfer pour être aussi plus connu par le public, donc peut-être avoir plus des sponsors, peut-être avoir plus de chances de signer dans des ans. Tu vois ce que je veux dire? T'en Bah, avais écoute, conscience ou t'en as conscience? Non, j'en ai conscience, mais comme je t'ai dit, c'est vraiment par passion que je le fais, donc j'ai pas de. Tu m'as dit ouais, non, je te disais que j'en ai conscience, mais c'est pas mon but principal. Pour être très honnête, moi, comme je t'ai dit, c'est du kiff avant tout. C'est spontané, on le fait par passion. Et après, voilà, si ça peut amener d'autres choses derrière, bah, c'est que bénéfique. Ouais, non, bien, moi je trouve que plus il y en a, mieux c'est. Je dis toujours, les podcasts dans le monde du MMA, Oui. c'est pas nos concurrents, nous, c'est Bien complémentaire sûr, en fait. bien sûr. Tout le monde peut exister et tout le Non, monde peut c'est ça. apporter des choses à eux. Et ton avis plus global, parce que c'est rare d'avoir un combattant en activité qui est aussi un homme de médias, entre Ouais. guillemets, tu vois, qui a un podcast qui s'est géré depuis 4 ans d'ailleurs, tu vois, Ouais. tu l'as pas commencé il y a 2 mois, quoi. C'est ton avis sur le développement médiatique du MMA en France? Ça fait 4 ans que ce sport il est légalisé en Ouais. France. Comment tu vois les choses avoir évolué? Tu penses que ça va dans le sens où ça devait aller? Ça va plus vite que tu Bah, le pensais? Comment tu vois ça? Forcément, c'est vrai que c'est populaire, il y a un nouveau public. Après, il y a une bonne chose, mais il y a aussi le côté mauvais. Mais je pense que le côté mauvais, il vient aussi du fait que le MMA, ça devient populaire. Donc forcément, tu sais, à l'image des footix, bah, tu as les MMX qui sont là. Donc non, en tout cas, ça a une bonne lancée. C'est sur la bonne trajectoire, je pense. Il y a énormément de médias qui poussent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur tu sais, les petits médias, sur TikTok ou autre. Donc je pense que c'est sur une bonne phase là, en tout cas. Sur les maintenant. gros événements, même les Doumbé Baki, l'UFC Oui. Paris, t'as les gros médias. Or, bah, nous, vous savez qu'à RMC, Ouais. c'est notre créneau depuis longtemps, mais il y a l'équipe, le Figaro, Oui. le genre de choses qui viennent se greffer sur les gros événements. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose. Ça a pris. Oui, bien sûr, ça Par rapport à il y a émerge. quelques années, en tout cas, ça a pris. Forcément, Et ouais. il finira quand? Ce sera ma dernière question. Boulox, il finira où ce sport? Il y a des gens qui m'ont dit déjà dans cette émission que ça peut devenir le sport numéro 2 en France derrière. Tu rattraperas pas le foot, hein. On l'a dit 50 fois, Ouais. le foot ça restera au-dessus, Oui. vitam aeternam, c'est le sport populaire par Ouais. essence. Mais il y a peut-être moyen, non? Bah, il y a peut-être moyen. Après, nous, on est un petit peu dans une niche, donc peut-être on voit pas vraiment ce qui se fait à tu veux dire. l'extérieur. On est tellement dans notre Mais bulle qu'on se... c'est possible, hein. C'est possible, hein, de ça, avec les Doumbé Baki qui remplissent des Tu sais, arènes, des gens, ils avec en le parlent de ces Paris. combats-là, des gens de ta famille, des gens Mais qui te parlent jamais de combat et qui d'un coup te disent t'as vu Doumbé? J'ai des voisins, ça fait 10 ans que je fais du MMA, je les avais jamais entendu parler des MMA. Dans l'ascenseur, je les entends parler de ce combat-là. Tu sais, je crois que c'était à l'époque de Doumbé contre Zebo. Non, pour dire que ça touche vraiment un large public et que ouais, je pense que ça peut devenir le sport numéro 2 en France. C'est possible. Ouais, moi je possible. pense qu'il y a une possibilité là-dessus aussi. Un petit dernier mot, Boulox, si je dois faire les paris, je te vois défendre ta ceinture d'Arès en juin ou je te vois à l'UFC à l'Accor Arena? En juin 2025, Si je tu pense devais prendre un pari. Non, en septembre 2024. En septembre, écoute, la meilleure chose, ce serait d'être à l'UFC Paris. Maintenant, voilà, je pense que la carte, elle est quasiment complète, mais il y a toujours un espoir, et moi, j'y crois. Donc, soit UFC Paris, soit défense de titre dans un dôme de Paris ou à Adidas Arena. À l'heure où on parle, il y a 11 combats sur la carte de l'UFC Paris. Ouais. Ils peuvent faire 12 une Fight Night. Il y a la place, il y a une petite place. Bah, pour moi, un je pense qu'il combat. manque un dernier français là qui va être annoncé incessamment sous peu, c'est Taylor, donc là, ça fera Ouais, 12. non, comprenant Taylor, je suis en 11. Ok, Donc Bah, il reste une petite il y place. a encore Allez, de l'espoir. on croise les doigts. Merci beaucoup. Merci à toi, Aboubacar Alexandre. Bathily, dit Boulox, que vous connaissez, champion de l'Arès, et vous assurerez la suite de son parcours, bien sûr, que ce soit à Arès, à l'UFC ou ailleurs, dans le RMC Fighter Club et sur RMC Sport. Rendez-vous, on vous le rappelle, samedi soir, UFC 304, dans la nuit de samedi à dimanche, avec Leon Edwards, Thomas Pinal, Paddy Pimblett. Tous les joyaux de la couronne britannique seront à l'œuvre à Manchester pour cette UFC numéro 304. Suivez-nous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut Boulox et merci. Salut à tous, Ciao, merci. ciao. RMC Fighters Club.